Ton capital, c'est ton sang. Donc, c'est important de protéger le plus possible, surtout quand tu as un petit capital. Tu dois avant tout penser gestion du risque, protection du capital avant de penser gain. Moi, je me trompe une fois sur deux. Et ça n'a pas changé. Alors, j'ai un petit peu amélioré les choses, évidemment, avec la discipline, mais ça n'a pas trop changé. Ce qui a vraiment changé, c'est ma capacité à gagner gros quand j'ai raison et perdre peu quand j'ai tort. Mais ce qui fait réellement ta surperformance sur un portefeuille, c'est quoi? C'est quand le marché, il fait une rotation et quand le marché, il décide de revaloriser un truc pour une raison macro, pour une raison fondamentale, peu importe. Mais en gros, en un minimum de temps, il va t'offrir le maximum de performance, de revalorisation sur une action. C'est ça que j'essaye de choper, moi. Legend, wait for it, Dairy. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une figure historique du paysage financier francophone. C'est Julien, le fondateur de GraphCO Bourse, blogueur de la première heure, trader, pédagogue. Julien traverse les cycles de marché depuis plus de 15 ans, à une époque où les réseaux s'enflamment pour des gains rapides. Il maintient un cap rigoureux basé sur l'alignement entre la macro et l'analyse graphique. Julien, bonjour, merci d'être avec nous. C'est vraiment Bonjour, un plaisir, merci. un honneur de t'avoir sur la chaîne. Merci pour l'invitation. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est un peu de te connaître mieux, de comprendre ton parcours et aussi tes convictions, que ce soit sur le long terme et aussi actuel. Donc, on l'a vu, tu as fait tes armes dans la douleur pendant la crise de 2008-2011, avant de formaliser donc ta stratégie du moindre risque. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'époque, en 2008, à documenter publiquement, toute transparence, tes trades sur GraphCO Bourse? Et à l'époque, c'était sous la forme d'un blog, hein. Ouais, c'était même avant 2008, hein, parce que j'ai dû commencer en 2006 sous un blog qui s'appelait à l'époque probablement Graph Invest. C'était un truc, blogueur et cetera. Pourquoi j'ai fait ça? À la base, c'était pas du tout pour partager ou pour essayer d'expliquer des choses. C'était pour moi parce que ma problématique majeure, en fait, quand j'ai débuté la bourse, c'était un manque de discipline. Donc, je savais un petit peu ce qu'il fallait faire, mais j'avais du mal à exécuter, j'avais du mal à le faire trade après trade. Je me faisais prendre par les émotions, par, des tailles de position trop importantes et cetera. Donc en fait, je galérais, je perdais et je me suis dit: «C'est simple, je vais utiliser internet, je vais partager tout ce que je fais et en fait, ça va m'obliger à une rigueur». Parce qu'il y a certaines positions que je me permets de prendre, que je ne prendrais pas si j'avais, le regard d'autrui sur moi, s'il y avait, quelqu'un qui était là pour éventuellement me juger, mettre un commentaire en disant: «Tu fais n'importe quoi» et cetera. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à partager comme ça, à partager mes analyses, partager, mes trades également et ce faisant, en fait, ça m'a obligé à cette discipline et c'est de là d'où c'est parti. Et puis après, le fait qu'il y ait des gens qui suivent, qui commencent à apprécier et tout, c'est là où j'ai commencé aussi à apprécier ce côté de partage et en faire, une part de ma routine, en fait. D'accord, oui, il y a eu un côté un peu boule de neige, d'abord par passion, et puis après, en fait, au fur et à mesure que les gens venaient sur ce blog, ça t'a donné Ouais, envie ouais, ouais, de grandir. ça a grossi malgré moi et puis j'ai vu que ça m'a plu. En fait, ce qui me plaisait aussi, c'est que je me suis découvert une autre passion, c'est celle d'écrire. Donc j'aimais bien écrire, même si voilà, je fais des fautes, j'écris pas forcément bien, mais je prenais du plaisir. Tu as écrit des livres d'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait deux, trois sur Amazon. Ouais, petit fascicule, on va dire. D'accord, ok. Ouais, Euh, c'est des synthèses quelque part, parce qu'en fait, très rapidement, j'ai beaucoup écrit et beaucoup de personnes me disaient que, voilà, il y en avait trop et qu'il fallait des synthèses et tout. Et en fait, moi, j'ai toujours procédé comme ça. C'est des gens qui m'ont demandé, à un moment donné, de faire des synthèses et donc pourquoi pas d'essayer de synthétiser mes meilleurs articles ou ceux que je trouvais les d'accord. plus importants dans un livre. Donc je l'ai fait. Après, il y a des gens qui m'ont dit: «Les livres, c'est bien, lire, c'est bien, mais moi, j'aime préfère les vidéos» et en fait, c'est mes vidéos sont parties de là aussi. J'ai commencé à faire des vidéos à partir de ce moment-là. Puis voilà, j'aimais pas trop faire les vidéos, donc j'en ai fait un petit peu, j'ai arrêté, puis j'ai repris et puis petit à petit, ouais, je me suis mis à apprécier ça et voilà, pareil pour les formations. Il y a des gens qui me disent: «OK, c'est bien, il y a toutes les vidéos, il y a tous les articles, mais voilà, j'ai besoin d'un truc un petit peu plus guidé, un peu plus structuré. Est-ce que tu ferais pas une formation vidéo?» Voilà et petit à petit, en fait, j'ai fait comme ça et puis après, pareil, aujourd'hui, l'Académie des Graphes, qui est une espèce de club d'investisseurs, c'est venu de gens qui disaient: «Bah, voilà, j'ai suivi la formation, mais j'aimerais bien avoir le suivi, j'aimerais bien
qu'on puisse trader ensemble, que je puisse avoir ton avis en temps réel, etc. Et de là, il y a quasiment 10 ans maintenant, j'ai monté l'académie. D'accord. Et actuellement, tu tiens un rythme qui est quand même vachement soutenu avec des rendez-vous hebdomadaires très identifiés, le macro, le valeur, le crypto. Et vraiment, c'est presque métronomique, hein, ça sort vraiment très rigoureusement et c'est appréciable d'ailleurs. C'est vraiment, ça fait un point macro où on prend un peu de recul, notamment, c'est un des points que je préfère, où on prend un peu de recul sur le monde et sur ce qui se passe actuellement. Et puis après, on a la mise en exergue sur les graphes. Donc j'aime vraiment beaucoup ces deux formats. Les cryptos, je ne suis moins parce que j'ai moins cette appétence pour les cryptos. Du coup, ça a vraiment, ça demande une rigueur qui est énorme. Moi, je suis bien placé pour savoir. Moi, je fais des vidéos tous les 4 matins, mais vraiment en plus les 4 que les matins. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu aies réussi à tenir cette routine, cette rigueur, hein, comme pour la bourse? Mais en fait, c'est simple, c'est que je le fais pour moi. Donc à partir du moment où tout ce travail, en fait, que je diffuse, c'est un travail de réflexion que je fais en amont et que je vais synthétiser. Donc moi, mes vidéos, elles ont pas de montage. J'appuie sur play, j'enregistre, très souvent en une prise, surtout les vidéos macro et tout ça. Donc en fait, j'ai une espèce de journal de bord. Donc je vais republier tout ce que je trouve intéressant et en fait, ça va s'imbriquer dans ma tête et puis avec l'expérience, tu as les choses qui commencent à faire tilt et à s'imbriquer et tu commences en fait à sortir de quelques données qui peuvent paraître disparates, tu commences à sortir une thèse d'investissement, tu commences à te dire: «Bon, mais là, le marché est en train de partir sur telle thèse d'investissement, donc qu'est-ce que ça veut dire?» Puis j'ai mes listes, de titres qui sont intéressantes et en fait, c'est comme ça que je vais partir en fait de données, de statistiques, d'événements et de tout ce que je peux trouver à droite et à gauche sur internet et je vais en fait faire le lien. Ce qui est important, c'est d'avoir la capacité de lier les choses et ensuite d'essayer d'avoir une réflexion sur: «OK, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant qu'investisseur? Où est-ce qu'il faut que j'aille mettre le curseur?» Donc en fait, ce travail, je le fais pour moi. Donc en fait, les vidéos, pour moi, ça me prend le temps de les enregistrer et l'avantage aussi que j'en tire, c'est que de faire les vidéos, quelque part, et puis d'écrire aussi, ça structure aussi ma pensée. Parce que je peux penser beaucoup de choses dans ma tête, mais le fait de me forcer à faire ce type de vidéo-là hebdomadaire, bon, d'une part, c'est le plaisir aussi de voir que peut-être je peux procurer quelque chose à des gens, que je peux les aider à y voir plus clair, que ça peut leur permettre d'avoir des idées, etc. Et de leur faire gagner du temps. Mais essentiellement, en fait, c'est un travail que je fais pour moi, parce que ça me permet de structurer les choses, ça me permet de vérifier également via les commentaires. Il y a toujours des gens qui vont avoir des contre-arguments, etc. Ça me permet voilà, de toujours essayer de nuancer pour avoir des convictions qui sont plus profondes. C'est-à-dire que je vais toujours essayer d'aller chercher le contre-argument. Et ça, c'est ce qui me permet ensuite de dimensionner mes paris, dimensionner mes positions. Et je vais avoir des convictions plus ou moins fortes. Je vais aller chercher des tailles de position plus ou moins grosses. Et c'est ce qui m'aide. Clairement, aujourd'hui, hein, ces vidéos-là, finalement, c'est des vidéos que je fais très rapidement parce que c'est quelque chose qui est comme ça. Et après, bon, le bémol à ça, c'est que je peux partir des fois dans des discussions de 30 ou 40 minutes où je vais me répéter pas mal de fois parce que voilà, c'est une idée en amène une autre et il n'y a pas de structure dans mes vidéos. Il y a pas, je me mets pas devant la caméra en me disant je suis une espèce de script que j'ai fait. J'en fais pas. Il y a zéro script. Donc je suis un petit peu. Et puis à un moment donné, je suis au milieu de la vidéo, je pense à un truc et pof, je vais le sortir. Donc ouais, ça fait des vidéos qui peuvent être de temps en temps un petit peu discornues. Mais, euh, mais c'est comme ça que j'aime le faire et c'est ça qui me prend pas de temps. C'est clair que si je commence à monter les vidéos et tout, ça devient un métier et à ce moment-là, tu arrêtes d'investir. C'est 2 métiers qui sont complètement différents et donc si tu pousses vraiment aujourd'hui, je vois des gens qui publient beaucoup de vidéos, avec beaucoup de montage et cetera. Bon, il y a probablement des monteurs derrière, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça tu dois choisir. Tu peux plus moi, ce que je fais demande quand même un gros suivi du marché.
Donc, pendant la journée, je suis en train de suivre les marchés. Le soir, je réfléchis à des idées d'articles, tiens, que je n'écrirai pas bien ça. Et en fait, après, ça va très, très vite parce que je fais quasiment pas de relecture, je fais pas de script, je fais pas de montage. Donc, je crache en fait, et moi, ça m'aide à structurer les choses. En fait, je me sers finalement de GraphSeo, de mes sites et de mes vidéos comme vraiment d'un journal de trading. Donc, c'est ce qui me permet vraiment de structurer les choses. En gros, tu as des antennes un peu partout, on va dire. Moi, j'aime bien dire, je laisse traîner des antennes un peu partout, ce qui vont t'amener des données par différents canaux. Et donc, du coup, le temps que ça processe dans ta tête, au final, le point hebdomadaire, ça va te permettre OK, j'essaie de regarder la big picture, de mettre toutes les boîtes du puzzle, toutes les pièces du puzzle les unes avec les autres, pour sortir une vision cohérente sur une bascule des marchés, sur des changements de paradigme ou sur une continuation, que ce soit sur les taux ou tout un Ouais. tas de sujets. Donc, en gros, actuellement, on Ça a me canalise. Ça me canalise aussi, en fait. Parce que le fait de savoir qu'il y a des gens qui vont regarder, j'essaye de faire un truc un peu digeste. Le fait de faire un truc digeste, ça me structure les idées dans ma tête. Et je sais un petit peu où est-ce que je vais aller. Et je vais approfondir certains sujets plus que ce que je le ferais peut-être tout seul. Tu sais, quand tu es tout seul, tu penses à beaucoup de choses, puis tu oublies, tu penses à un autre truc et tout. Là, ça permet vraiment de faire comme si j'avais ce journal et que j'écrivais dedans. Et le fait de l'écrire, en fait, très souvent, c'est pour ça que j'aime bien écrire écrire les textes avant de faire les vidéos, mais essentiellement, le fait de l'écrire, en fait, ça te permet vraiment de l'intégrer et de forger un peu plus la conviction aussi. en parlant de reformaliser, de rigueur pour faire les choses, tu as agrégé une communauté autour de toi, c'est l'Académie des Graphes. Euh, Comment tu expliquerais un petit peu comment ça fonctionne au jour le jour? Est-ce que, euh, enfin, j'imagine qu'il y a un Discord, un forum, comment ça fonctionne pour toi? Ouais, il y a plusieurs choses. Alors, c'est vraiment un club d'investisseurs. Mon but à moi, ça n'a jamais été de rendre les gens dépendants. Au contraire, c'est de les rendre indépendants. Donc, 100% de mes connaissances est partagé en gratuit, que ce soit via des articles, que ce soit via des vidéos. Le truc, c'est que j'en produis tellement que ça peut être un petit peu indigeste et que certaines personnes demandent à être un petit peu plus drivées, canalisées, avec une espèce d'approfondissement et d'une structure en fait dans la formation. Donc l'Académie des Graphes, c'est ça, c'est deux volets. Ça va être un volet formation qui est sur à peu près une cinquantaine de vidéos avec beaucoup d'explications et où vraiment je rentre dans le détail de comment je vois les choses, comment je vais un petit peu dans l'identification et la compréhension de la macroéconomie pour identifier ensuite des listes et des thèses d'investissement, puis pour identifier des valeurs fondamentales qui vont rentrer dans la thèse et ensuite utiliser l'analyse graphique pour avoir des plans, gérer mon risque et avoir des points d'entrée et des points de sortie. Et donc canaliser quelque part ma gestion du risque et avoir un plan qui permet de mettre les émotions au placard et donc de rester discipliné. Donc c'est vraiment ces trois facettes-là, ces trois piliers-là. Et donc ça, voilà, ça va être toute la partie formation. Et après, au quotidien, on a justement un forum, un chat qui fonctionne sur le Slack, pas un Discord, mais un Slack où toute la communauté peut partager, mais moi également, je vais partager mes positions en direct. Je prends mes prises de position, je vais expliquer mes plans. Donc voilà, j'essaye de le faire toujours. Les prises de position sont toujours prises en direct. Après, les explications peuvent être en amont, elles peuvent être en aval, ça dépend parce que c'est aujourd'hui, hein, mon portefeuille, c'est quand même mon activité première. La gestion de mon portefeuille, c'est mon activité première. L'académie vient en plus et vient satisfaire une espèce d'accomplissement de soi. Mais essentiellement, aujourd'hui, voilà, c'est suivi de mon portefeuille et de mes titres. Donc, je fais le maximum pour publier en direct, puis après, certaines personnes peuvent poser des questions, et je vais, dès que j'ai le temps, publier un peu plus en détail mon plan, pourquoi j'ai pris la position, et en fait donner un aspect pratique à la théorie qui est enseignée sur la formation, et expliquer voilà pourquoi je suis certaines choses, et quelque part, je pense que le but, hein, c'est de permettre vraiment au bout d'une année de faire en sorte que les gens fassent un bond de 10 ans
et soient vraiment dans la capacité d'avoir un déclic et de pouvoir devenir indépendants. Et surtout, ce que je veux, c'est pas qu'ils utilisent ma façon de faire et qu'ils l'adaptent et quelque part qui s'adaptent à la stratégie, mais au contraire, moi, tout ce que j'ai construit, c'est pour que les gens comprennent qui ils sont, quel type de profil ils ont et qu'ils puissent ensuite prendre les parties de ma stratégie et les adapter à eux-mêmes. Parce que pour moi, c'est que comme ça qu'on peut avoir vraiment du succès durable. C'est pas en copiant un tel ou un tel, c'est vraiment en comprenant un petit peu les choses et se comprendre soi-même et avoir cette capacité de pouvoir ensuite adapter les choses à soi-même, à son profil, à son temps disponible et puis comprendre qu'on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps pour faire du stock picking et pour surperformer le marché. Hein, c'est une question surtout de savoir se focaliser sur les choses qui marchent et qui sont importantes pour soi. Et ça, voilà, c'est ce que j'essaye de pousser dans l'académie. Ensuite, de créer la communauté et la communauté aide au-delà de toutes les analyses et de tout ce que je peux donner également en termes d'opportunités. La communauté va rajouter une couche à ça. Et donc, il y a plusieurs piliers aujourd'hui qui m'aident pour essayer de diffuser pas mal d'opportunités, de configurations intéressantes. Et puis, il y a tout un volet analyse fondamentale également qu'on rajoute par-dessus. Ok. Donc, par exemple, quand on débute, on a tendance à empiler les indicateurs, RSI, MACD, Ichimoku. À quoi ça ressemble un graphe chez toi aujourd'hui? Tu es devenu un partisan du clean chart, privé uniquement, ou tu as plein d'outils, ou des outils en tout cas vraiment dont tu ne peux pas te passer entre guillemets? Je pourrais faire du clean chart, mais c'est pas ce que je fais. Certains diront que mon chart est un peu trop fouillu, justement, qu'il y a trop de choses dessus. Mais essentiellement, je vais utiliser des volumes et des moyennes mobiles. Et puis derrière, des figures graphiques. Mais après, je peux utiliser du RSI, de la MACD, mais qui vont venir surtout me confirmer le mouvement. Pour moi, ce qui est important de savoir, c'est pas en tant que tel que le graphique me donne ou cette valeur me donne un signal, mais je veux savoir quelle force ce signal me donne, quel est le potentiel éventuellement que je peux aller chercher, pour quel risque. Et en fonction de ça aussi, ce qui va m'intéresser, c'est que des fois, je vais voir des graphiques et donc je pourrais travailler au clean chart. Mais en travaillant au clean chart, en fait, j'aurai trop d'opportunités. Et ce que je veux, c'est sélectionner mes opportunités et essayer de prendre les meilleures en termes de probabilité de gain, mais surtout en termes de capacité, dorénavant, maintenant que je suis très gros en termes de portefeuille, avoir cette capacité de pouvoir surdimensionner mes positions sans que ça me pose problème au niveau de la liquidité du titre et que je puisse essayer d'aller chercher peut-être pas des 100 et des 1000 en termes de pourcentage, c'est-à-dire des 30, 40, 50%, mais aller chercher un 5, 6, 7% qui a une probabilité d'arriver à quasiment certaine et où je peux surdimensionner ma ligne. D'accord. Et ça pour moi, c'est ce qui va être primordial aujourd'hui, comparé à me dire j'achète ça parce que je pense que ça va doubler ou tripler dans les semaines à venir. En règle générale, j'en sais rien. Et en règle générale, les valeurs sur lesquelles je pense que les configurations sont les plus magnifiques sont celles qui me rapportent le moins. Donc moi, ce que j'essaye surtout aujourd'hui, c'est pas d'augmenter finalement la part de fois où j'ai raison, mais c'est d'augmenter ma capacité à gagner gros quand j'ai raison. Et donc de pouvoir surdimensionner mes positions sans me mettre en gros risque. Parce que quand tu commences à avoir des grosses positions, si tu as une news, un truc qui tombe, évidemment, tu peux te prendre une benne. Donc c'est vraiment essayer de pousser le graphique. Donc aujourd'hui, pour revenir à ta question, je vais essentiellement travailler sur des moyennes mobiles. Je vais essentiellement travailler sur des volumes, des configurations graphiques que j'apprécie. J'adore les biseaux descendants, j'adore l'état séance. Pour moi, c'est ça qu'il faut travailler essentiellement. Et après, je vais venir utiliser du RSI et un MACD pour venir confirmer la force du mouvement. Et ça, c'est ce qui va m'aider à dimensionner un petit peu plus le pari. Et puis, je vais rentrer en plusieurs fois en règle générale et sortir en plusieurs fois aussi. Est-ce qu'on a bien tiré l'élastique et s'il est tiré très très fort, ça permet de se dire ok, on va pouvoir aller dedans parce qu'il y aura forcément beaucoup de force aussi Ouais, ouais, sur le ouais. groupe. Tu fais beaucoup de swing en fait du coup. Je fais beaucoup de Tu fais swing. pas mal de swing. Ouais. Ouais, je travaille du moyen terme. Alors ma définition du moyen terme, c'est quelques semaines en gros.
Je Ouais, quand prends, même, quelques j'ai semaines. ouais, après, en gros, c'est le marché qui décide mon horizon de temps. Si le marché veut valider mon plan dès le lendemain parce qu'il y a une news qui tombe, je cherche pas à comprendre. J'avais prévu d'être long terme, mais dès le lendemain, la valeur gagne 30% pour X raisons. Je vais vendre parce que j'ai atteint mon objectif. Si par contre, voilà, le titre derrière met du temps à se construire, j'ai décidé d'être long terme sur cette valeur-là et donc elle met son temps, etc. Bon, ben, je peux conserver l'action pendant des semaines, des mois et puis je peux être éventuellement à plus 30, plus 40% au bout de plusieurs mois. Mais alors que d'autres valeurs me rapportent plus 30% en l'espace de quelques jours. Mais c'est pas du tout la même taille de position que je vais mettre parce que c'est pas du tout le même risque Bien sûr. au jour le jour. Donc après, je peux décider d'être plus agressif. En ce moment, je suis très agressif parce que le marché est très momentum et il y a de gros décalages qui peuvent se faire très rapidement. Et puis, je suis sur une grosse réserve de gains. Donc, je vais essayer d'aller chercher à être plus agressif dans ces moments-là. Et puis, il y a des moments de marché où il faut être beaucoup moins agressif, beaucoup plus protecteur de son capital parce que il y a de la volatilité, c'est plus incertain, les configurations sont pas suffisamment mûres, et donc il y a beaucoup de zigzags, et tu te fais balloter à être trop gros en fait. Donc il vaut mieux réduire les positions si on n'arrive pas à se retirer un petit peu du marché. Et en parlant de timing, tu as une formule très forte. C'est pas parce qu'on a un mauvais timing que le scénario il est faux. Sur tes graphiques, comment tu gères ce qu'on appelle les fameux secouages de cocotier, cette dernière attaque baissière destinée à faire sauter les stops, juste avant le vrai départ, la vraie cassure. Euh, Ouais. Je le gère sans deviner l'avenir, c'est-à-dire que je peux avoir un sentiment en effet et me dire tiens là je verrais bien qu'il y ait une dernière baisse pour faire sauter les mains tremblantes avant de donner. En règle générale, ce qui se passe, c'est que tu es dans une tendance baissière et puis tu commences à avoir du rebond, tu commences à avoir une configuration qui peut mettre en place du retournement et donc tu as un sentiment qui redevient plus positif. Mais c'est toujours une tendance baissière. Donc en règle générale, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de faire capituler les gens parce qu'ils ont repris un petit peu espoir en refaisant baisser le titre. Et en règle générale, ils vont avoir des plans qui sont très courts. Mais je ne joue pas aux devinettes, c'est-à-dire je peux avoir ce sentiment-là, mais je vais quand même prendre la position. Mais après, si le marché vient invalider, parce que je vais avoir un stop court, vient invalider mon stop, bah, je suis toujours dans mon scénario de me dire, moi, ce que je pense, c'est que le marché et que la valeur devrait faire ça. Mais ensuite, mon exécution de trading va être, va être vraiment bouclée et collée à ce que le marché fait. C'est-à-dire que je fais un vrai distinguo entre ce que je pense que le marché devrait faire et ce que le marché fait vraiment. Et mon trading, va être exécuté par rapport à ce que le marché fait vraiment. Alors, pas tout le temps, évidemment. De temps en temps, je manque de discipline, j'ai des loupés, j'ai des valeurs qui ne s'exécutent pas pour quelques cents, et puis tu rentres dans des espèces d'engrenages, bien entendu. Mais l'optimum, essayer d'aller chercher l'optimum, parce qu'on n'arrive jamais à 100%, mais la majorité de mes positions, c'est je vais suivre ce que le marché fait et pas ce que j'aimerais que le marché fasse. Mais je vais toujours garder un petit peu ma conviction. C'est ce qui me permet, même quand je vais avoir tort plusieurs fois sur une valeur qui va continuer de baisser à chaque fois que je vais tenter de jouer un retournement, et ben, une nouvelle fois, quand elle va donner un signal de retournement, je vais quand même retourner le jouer. Ça, pour moi, c'est un point qui est important. C'est en fait cette capacité à se détacher du prix que j'ai pu payer la valeur le trade d'avant et de plus y penser. C'était le trade d'avant, j'ai gagné ou j'ai perdu, mais c'était le trade d'avant. Et dorénavant, même si la valeur, je la paye plus cher que ce que je l'ai vendu la fois précédente, c'est un nouveau trade. C'est complètement un nouveau trade et je le prends comme un nouveau trade et j'y repense pas. Et beaucoup de personnes qui vont dire bah ça c'est plus cher que ce que je l'avais acheté la fois dernière, j'y retourne pas. C'est c'est dommage vrai parce que qu'on loupe. c'est un biais qu'on a, ouais. Ouais, c'est un biais et puis surtout c'est une valeur que tu as déjà tradée, donc c'est une valeur que tu connais. C'est une valeur où tu connais un petit peu la volatilité, tu sais à quel indicateur ou moyenne mobile ou niveau elle a réellement un impact. Donc tu as quand même aussi une facilité dans le suivi. C'est dommage de passer à une valeur complètement nouvelle alors que tu en connais une déjà plutôt pas mal. Tant qu'elle reste évidemment dans des configurations qui peuvent être intéressantes, hein. Mais, euh, mais voilà, ça pour moi c'est un élément aussi qui est super important, où on peut très bien faire une très bonne performance en ayant 10-15 valeurs qu'on connaît sur le bout des doigts
Et même si on est à moyen terme et qu'on fait du swing là-dessus, on peut très bien s'en sortir. Ça va faire vraiment cet accordéon-là. On a notre point d'entrée, notre point de sortie qui est un petit peu souvent le même. Et après, on évolue dans un range. Et c'est vrai que quand on arrive à faire ça sur certaines valeurs, on arrive vraiment à faire des gains qui peuvent être magnifiques. Parce qu'on va faire 7 mais fois 10. Et là, ça devient magnifique, quoi. Ouais, ce que je vais essayer, c'est toujours avant de le faire, c'est de choisir des valeurs en fait où tu as la capacité de pouvoir viser les étoiles et atterrir sur la Lune. C'est-à-dire que quand je veux me dire que tiens, là, j'ai 10% à faire sur cette valeur, et c'est ce que je vais essayer de faire, je ne veux pas que sur mon graphique, les 10% correspondent à un gros niveau de résistance qui est à une certitude où éventuellement on va s'arrêter un petit peu avant, etc. Je préfère en fait, quand je veux faire 10% quasiment sûr sur une valeur, je préfère que le potentiel soit de 20 ou 30% sur le graphique. C'est-à-dire que je vois sur le graphique que la valeur peut éventuellement gagner 20 ou 30%. Et c'est ce qui va me permettre de surdimensionner ma position parce que du coup, les 10% que j'aimerais faire et qui sont une potentialité ont beaucoup plus de probabilité de se réaliser par rapport à ces 30%-là. Et il y a beaucoup de personnes, je vois, qui en fait voient une configuration graphique, se disent pour aller à la prochaine résistance, il y a X%, et c'est ce que je vais essayer d'aller choper. Et ils sont toujours frustrés parce que le titre ne monte pas jusqu'à ce niveau-là, il s'arrête avant, et ça crée pas mal de problématiques. Donc, rentrer, sortir en plusieurs fois et avoir des objectifs qui sont moindres que l'objectif qui te semble être sur le graphique clair et net pour tout le monde. Et donc, aller chercher des valeurs qui ont des capacités et des potentiels aussi qui sont supérieurs pour être sûr que toi, tu vas pouvoir jouer à l'intérieur de ça. S'il n'y a que 10% de potentiel, ça ne m'intéresse pas. Parce que oui, potentiellement, je vais faire les 10%, mais ça peut demander un effort, ça peut être chaotique, ça peut demander du temps de suivi trop important. D'où la fameuse discipline qui devient hyper importante dans l'identification des valeurs, des trades, des configurations graphiques. Ouais, ouais, au bout d'un moment, il faut que de toute façon, tu dois sélectionner et tu dois dire non. Le plus souvent, tu dois dire non. Quand il y a une configuration qui t'est proposée ou un titre que tu apprécies, etc., la réponse qui doit revenir le plus souvent, c'est non. Et c'est normal. Et après, ça peut partir sans toi, mais tu as suivi un petit peu ton plan. Là, on va passer un petit peu plus macro. On a fait un peu l'analyse technique. On va suivre un peu le déroulé des vidéos. D'ailleurs, souvent, les vidéos macro sortent avant. Là, tu développes une thèse face aux dépenses de capital qu'exige l'intelligence artificielle. Les banques centrales sont coincées. Tu soulignes que c'est désormais le trésor américain qui va prendre le relais pour administrer la courbe de taux et faire accepter une inflation linéaire autour de 3%. Parce qu'on est entré dans une économie totalement administrée pour sauver les investissements technologiques. Là, on va avoir l'IPC demain. Septembre, on va avoir la première décision monétaire. Comme tu dis aussi, à la fin de la courbe, on va avoir ces fameux midterms qui arrivent, qui sont quand même un point d'orgue économique. Comment s'y retrouver dans tout ça? Bon, alors c'est une thèse que j'ai déjà depuis le Covid, en fait, où je pars du principe que les États, on est dans un tel endettement et dans une telle spirale d'endettement que tu as pas trop le choix. Tu dois continuer à faire du stimulus pour stimuler ton économie. Tu as une guerre froide en coulisses, avec la Chine évidente, et donc tu es obligé de continuer d'investir. Pour continuer d'investir dans un monde où, les taux ne font que monter, bah, à un moment donné, tu vas être obligé de d'évaluer. Donc tu es obligé de jouer un petit peu sur tes monnaies. Donc l'inflation après, il faut faire attention aux statistiques parce que les statistiques, ce sont des moyennes pondérées, c'est comme tes indices, ce sont des moyennes pondérées, donc il faut faire attention et on va dire que l'inflation peut très bien baisser dans les statistiques officielles parce que tu peux avoir les prix, par exemple, de tes loyers immobiliers qui baissent et ça, c'est aujourd'hui, plus de 30% du CPI, par exemple. Donc à partir de ce moment-là, tu peux avoir quelques données d'inflation qui baissent et qui font baisser ta statistique globale, mais qui, in fine, toi, quand tu vas voir un petit peu le core CPI et que tu vas aller regarder au niveau de tes matières premières, il y a aujourd'hui, éventuellement, dans quelques années, ça crée de la déflation,
mais aujourd'hui, ça te crée de l'inflation. La guerre froide qu'il y a avec la Chine, ça te crée de l'inflation parce que tu dois faire du stimulus. Donc à un moment donné, quand tu commences à dépasser les 5 notamment sur ton 10 ans américain, c'est le moment où tu commences à te poser des questions et c'est le moment où c'est plus trop viable parce que tu vas commencer, chaque hausse des taux va commencer à venir, bloquer, ton économie. Et tu as besoin de 2 choses au niveau, pour résorber ta dette. C'est pas, éventuellement politiquement de réduire tes dépenses, c'est rarement ça. C'est d'augmenter, ton PIB et derrière, d'avoir ta capacité de réduire tes taux et donc de pouvoir faire fonctionner, ton économie pour avoir plus de rentrées également d'argent, au niveau de ton État. Donc il y a tous ces points-là qu'il faut prendre en considération et ça, pour moi, en fait, j'ai toujours fait le parallèle avec le sorti de la Seconde Guerre mondiale où tu étais obligé de créer un nouveau consommateur. Tu avais tout qui était détruit en Europe, tu avais la guerre froide à l'époque avec l'URSS et tu avais un besoin pour les Américains qui étaient à ce moment-là l'usine du monde et qui avaient besoin d'avoir un consommateur pour exporter. De la même manière qu'aujourd'hui, les Chinois ont besoin de trouver des consommateurs pour exporter parce que leur consommateur interne n'est pas suffisamment puissant. Et je pense d'ailleurs que les Chinois vont rapidement se retourner et vont commencer à faire du stimulus sur leurs consommateurs parce qu'ils vont essayer de booster leur consommation interne et de booster la confiance du consommateur pour qu'il se mette à investir dans le marché boursier, pour que les capitalisations boursières chinoises commencent à bien monter, que ce soit le consommateur également qui commence à financer l'essor pour les Chinois de l'expansion au niveau de l'IA pour continuer de redoubler d'efforts. Donc ça, voilà, c'est des points qui sont importants. La Chine est partagée également parce qu'à la fois, il faut qu'ils lâchent du lest sur leur population, mais s'ils en lâchent trop, ils ont peur de perdre le pouvoir. Donc, ils sont toujours en entre-deux. Et la Fed et les banques centrales, nous, pareil, elles sont dans un entre-deux parce que à la fois, elles ne peuvent pas monter les taux pour pouvoir continuer de résorber l'inflation, parce que si elles les montent, il y a une crise de crédit. À un moment donné, ça va coincer. Et elles ne peuvent pas les baisser non plus de manière trop forte, puisque ça relancerait l'inflation. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la guerre en Iran et tout ça, je dirais que l'inflation, en fait, c'est moins la problématique et je pense qu'elle va baisser. Tu as toujours le pétrole et les matières premières qui vont dynamiser le truc, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y aura pas de relance de l'inflation comme il y en avait eu pendant la période de stagflation des années 70. Donc, ce n'est pas ma conviction. Par contre, que les taux restent au-dessus de 5%, c'est ça véritablement le vrai risque pour les marchés à terme, parce que tu dois revaloriser les choses. Et tu rentres dans un monde que moi j'ai connu quand j'ai débuté, et c'est pour ça peut-être que j'ai moins cette approche, que je fais attention à mes approches momentum et que j'ai aussi cette casquette value. C'est que moi, le momentum, quand moi j'ai débuté la bourse, le momentum était sur les valeurs qu'on considère comme value aujourd'hui. Et tu pouvais payer 30 ou 40 fois les profits d'un Vallourec, d'un Eramé, tu pouvais payer 50 fois les profits d'une minière de cuivre. Donc on était vraiment dans un monde où ce n'était pas les États-Unis qui surperformaient, c'était l'Europe et les pays émergents, et la Chine notamment, et ce n'était pas les valeurs technologiques qui surperformaient, c'était des valeurs bancaires, industrielles, immobilières, des valeurs beaucoup plus tournées, cycliques, value. Et ça a duré 4 ans jusqu'à la crise des subprimes. Et puis, depuis qu'on est sorti de la crise des subprimes, on est rentré vraiment dans un monde momentum technologique qui n'a fait en fait que être poussé de plus en plus vers l'extrême avec le Covid et dorénavant avec l'IA. Et on essaye de pousser le truc jusqu'au bout. Mais quand tu as des taux à 5%, tu as une limite. Quand tes GAFAM, qui étaient des boîtes justement, qui étaient valorisées sur le fait qu'elles avaient peu de dépenses et des résultats qui étaient avec une grosse visibilité, et que dorénavant, c'est un petit peu l'inverse, tu commences à faire des grosses dépenses et tes résultats, eh ben, c'est est-ce que l'IA va marcher, est-ce que l'IA va pas marcher? Bah, aujourd'hui, c'est l'incertitude, c'est un pari, on ne sait pas, on verra dans 1 an, dans 2 ans. Voilà. Et ces valeurs-là, ce sont les grosses pondérations de tes indices. Donc, c'est la capacité aussi de comprendre que la bourse est faite de cycles et que malheureusement, les 20 dernières années sont l'exceptionnel et ne sont pas la normalité. Même si 20 ans dans la vie d'un investisseur, c'est extrêmement long, bien entendu. Et donc, c'est là aussi où ça doit te faire rappeler que tes convictions contre le marché ne valent rien. Tu as le droit d'avoir des convictions, tu as le droit de croire qu'il va se passer ça, parce que c'est ce qui va te permettre de, toi, regarder
sur les graphiques, dans les stats macro, qu'est-ce qui va venir adouber ton scénario, d'avoir tes listes qui sont prêtes, de savoir où est-ce qu'il faut aller, et que quand le marché en fait commence à donner les signaux, bah, tu sais déjà où il faut aller. Tu te poses pas les questions et tu es rapide. Tu sais exactement ce qu'il faut acheter, dans quelle proportion et comment tu vas forger ton portefeuille. Et ça te permet d'être au début de la vague, quand il y a des rotations. Et les rotations, c'est super important à comprendre parce que la plupart des gens vont te dire les fondamentaux, c'est important parce que, in fine, le prix de l'action va être équivalent à la croissance de ses profits. Mais c'est vrai sur 10 ans, c'est vrai sur 15 ans. Mais ce qui fait réellement ta surperformance sur un portefeuille, c'est quoi? C'est quand le marché, il fait une rotation et quand le marché, il décide de revaloriser un truc pour une raison macro, pour une raison fondamentale, peu importe. Mais en gros, en un minimum de temps, il va t'offrir le maximum de performance, de revalorisation sur une action. C'est ça que j'essaye de choper, moi. Parce que sur 10 ans que l'action ait pris 5000%, très bien. Mais tu te rendras compte que sur 1 ou 2 ans, elle en a pris 4000 et qu'après les 8 autres années, ça a été 1000%. Je schématise, hein, mais c'est vraiment pour comprendre que quand tu commences à jouer les fondamentaux et les résultats d'une boîte sur 10 ans, ouais, tu vas choper les 5000%. Mais les 4000%, à peu près à chaque fois 80%, peuvent se choper en 1 an ou 2 ans. Le gros. Et ça, c'est les revalorisations. C'est quand le marché se retourne, commence à jouer une nouvelle thèse et que tu as les flux qui commencent à rentrer. C'est ça que je joue, moi. C'est ça mon approche, c'est ça ma stratégie, c'est ça que j'essaye d'aller chercher. Et depuis le Covid, depuis 2019, on est vraiment dans un monde qui favorise ça parce que tu as des changements macro et des rotations en permanence. Là, on a connu quand même de belles rotations. Ça commence là d'ailleurs tout justement sur certains gros secteurs. On revient sur tout ce qui est valeur bancaire. On a eu justement la crise du carry trade qui a fait switcher pas mal de gens. À titre personnel, j'avais investi dans une boîte japonaise qui est une banquière locale qui s'appelle Resona Holding, qui est pas mal pour jouer ça. Mais on a quand même des grandes tendances. On a la méga tendance de l'intelligence artificielle qui est une grande vague. Et puis à côté, on commence à avoir des petits ruisseaux qui partent sur le côté. Ces ruisseaux-là qui vont faire les tendances de demain. C'est donc ça qui t'intéresse. Là-dedans, tu as déjà parlé des minières et de l'énergie, en disant que c'était plutôt des trades à moyen terme. Qu'est-ce que tu vois comme grand retournement? Moi, je vois bien la pharma, mais qu'est-ce que tu vois d'autre sur ce qui arrive? Tu peux avoir aussi, tu sais que tu vas perdre sur la pharma, tu vas perdre l'essentiel des brevets d'ici 2030. Donc, tu peux également avoir pas mal d'OPA et de fusion-acquisition sur le secteur des biotech. Donc, ça a déjà commencé. C'est un truc dont je parle déjà depuis un petit moment et là, ça commence à faire consensus. Donc, je pense que c'est pas fini encore. Mais voilà, les minières, je pense que tu peux avoir des revalorisations. Je pense que, in fine, en fait, tu peux très bien continuer d'avoir des bonnes performances sur les semi-conducteurs, mais elles peuvent être moindres par rapport au ruissellement de pognon qu'il y a sur les secteurs en rotation. Mais essentiellement, tout est déjà en train de se mettre en place. Là, maintenant, si tu veux avoir un coup d'avance, c'est de réfléchir à te dire, OK, on fait les rotations, mais on fait les rotations aussi essentiellement parce que l'IA fait la rotation. C'est-à-dire que au fur et à mesure où l'IA se disperse dans ton économie réelle, que ce soit tes industries et compagnie, tu as besoin de plus d'énergie, tu as besoin de plus de ressources, tu as des prix et une inflation sur les matières premières qui font que tes industriels, tes bancaires, les taux sont élevés, etc. Donc tu vois en fait fondamentalement tous ceux qui vont profiter de l'IA au-delà du mec qui fait des puces. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que donc du coup, la rotation que l'on voit actuellement, c'est plus vraiment une rotation, dans le sens où tout le marché en fait est IA. C'est-à-dire que à une époque lointaine, si tu avais la technologie qui se cassait la gueule, essentiellement, c'était la technologie qui se cassait la gueule. Et le reste tenait. C'est ce qui s'est passé là. Pendant l'épisode de Carry Trade, tu as vu les semi-conducteurs qui se sont pris une baffe au prorata de leur hausse. Mais ce qui a résisté, c'est toute la rotation. Mais ça ne veut pas dire que ces valeurs-là, en fait, tiennent parce qu'elles sont déconnectées de l'IA. Non, elles sont connectées à l'IA. Aujourd'hui, tes pharmas vont être très dépendantes aussi de l'IA pour leur chiffre d'affaires futur. Les industries, les ressources, les matières premières, l'énergie,
tout ça va être quand même très dépendant du ruissellement de pognon également de l'IA. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu y penses, si tu as une remise en cause de l'IA, non seulement tu as tes semi-conducteurs qui se cassent la gueule, mais en fait, tu vas avoir tout ce que tu considères comme défensif aujourd'hui, parce que rotation, qui se cassera la gueule aussi. Parce qu'il faut, en fait, il faut avoir cette capacité de comprendre que l'aspect value et l'aspect défensif va tenir tant que les corrections qu'il y a sur l'IA sont des corrections techniques et pas des remises en cause du narratif fondamental. Le jour où tu as une remise en cause du fondamental, tu commences à avoir des ventes sur les semi-conducteurs et ton défensif ne tiendra pas très longtemps parce qu'à un moment donné, ça deviendra une récession. Parce que l'IA maintenant est tellement diffusée dans tous les pans de ton économie que si l'IA ne délivre pas, tu as une remise en cause de la croissance économique de ton pays et une récession. Et donc, tu n'auras pas de valeur défensive à ce moment-là. Tu n'auras pas de rotation qui est dans la capacité de tenir. Ça tiendra peut-être 6 mois, etc. Mais ça tiendra pas in fine, parce que tu auras véritablement en fait une bulle boursière, entre guillemets, qui dans son explosion viendra impacter l'économie. Et l'économie étant impactée, viendra impacter ta bourse. La bourse est devenue aujourd'hui l'économie. Et en gros, c'est pour ça que je pense que les banques centrales n'ont pas trop le choix non plus de supporter les bourses, parce que si ta bourse baisse, in fine, en fait, tu impactes ton économie et tu impactes ton PIB. Donc, tu peux pas réellement te planter. Et c'est pour ça que je pense que les banques centrales supporteront les marchés en achetant des ETF actions le jour où il y a vraiment besoin. C'est pour ça que je pense que les banques centrales, potentiellement la Fed peut dire je lève le pied, mais c'est le Trésor américain qui va prendre le relais, qu'on aura des quantitative easing qui ne s'appelleront pas comme ça, mais qu'en gros, on aura des dévaluations qui feront qu'on essaiera de probablement utiliser beaucoup plus les taux courts pour émettre de la nouvelle dette que les taux longs. Et de cette manière-là, on va manipuler, on va faire baisser la demande sur les taux longs, sur les obligations de long terme, et c'est ce qui fera baisser les taux. Et je pense honnêtement que c'est ça le endgame. Le quid maintenant, c'est Trump, limit term, mais in fine, tu sais que ce soit Trump ou que ce soit des démocrates, et c'est quand même relativement très proche dans la gestion économique et puis de la Banque centrale. VAR, je ne veux pas donner de guidance, mais voilà. Voilà, c'est des vues que j'ai comme ça. Mais en gros, depuis 2019, où j'ai commencé à faire pas mal de macros et à diffuser pas mal de choses que je pensais, le retour du nucléaire, le retour à 2019, c'était le solaire pour moi qu'on avait joué, etc. Ben, je commence à avoir épuisé un petit peu toutes les idées macro que j'avais. Et là, on va arriver là, dans l'année à venir, on arrive vraiment au pivot, à l'autre pivot où à un moment donné aussi, la rotation, c'est le cash. Et où la protection ultime peut redevenir le cash à ce moment-là. Mais voilà, je ne pense pas que c'est pour tout de suite. Mais voilà, c'est comme ça que je travaille, si tu veux. C'est que je regarde des choses, je me prépare, je continue à jouer ce que le marché me donne, les cartes que le marché me donne. Mais à un moment donné, voilà, je commence à voir quand ça commence à devenir compliqué. Avant le carry trade, avant le mini crack entre guillemets qu'on a eu sur les semi-conducteurs, voilà, je sentais, si tu veux, que l'exponentielle était trop importante et qu'il y allait avoir des appels de marge. Donc j'avais shorté les semi-conducteurs, mais j'avais joué à fond les logiciels, j'avais joué à fond la rotation, qui a été très défensive pendant la période. Si les valeurs défensives avaient baissé en même temps que les semi-conducteurs, j'aurais pris plus peur parce que je me serais dit, tiens, le marché est en train de changer de narratif, il est en train de remettre en cause l'IA. Si tu n'as que les semi-conducteurs qui corrigent et finalement les valeurs défensives qui montent, mais ces valeurs défensives, faut pas se leurrer, elles sont très corrélées à l'IA aussi, c'est que tu es dans de la rotation, c'est que le pognon reste dans le marché et que donc tu peux continuer à faire tourner le portefeuille, mais que tu peux continuer à rester dans le marché. Le jour où il y a tout qui baisse en même temps, c'est là où il faut que tu prennes des décisions et que tu te poses les bonnes questions. Pour reprendre une de tes formules, il faut commencer à se rapprocher de la porte de la sortie, parce que plus on se rapproche de la sortie, moins on sera. Il ne faut pas se retrouver quand tout le monde arrive sur la porte et que tout le monde est bloqué. Ouais, c'est la salle de concert. Tu passes des C'est années, ça, la on a salle de passé concert. 20 ans, on a passé 20 ans à agrandir la salle de concert. Et donc, tout le monde est content, et il y a un joli concert, et puis ça dure depuis longtemps. Mais personne ne se pose la question de la taille des portes de sortie de secours. Personne n'a agrandi les portes de sortie de secours. Ce qui fait que
la volatilité, c'est très bien, les buybacks, les réductions de flottants, c'est très bien à la hausse. Mais en fait, tu te rends pas compte qu'il y a un manque de contrepartie le jour où tout le monde veut sortir. Et ce manque de contrepartie, bah, c'est les portes de sortie de secours de la salle de concert qui sont trop petites par rapport au nombre de gens qui veulent sortir en même temps. Et ça, c'est des éléments techniques du marché qu'il faut comprendre au-delà de la macro et des fondas. Parce que des fois, tu as des marchés qui peuvent devenir complètement irrationnels et valoriser des trucs complètement à la hausse ou à la baisse de manière complètement utopique, mais parce que c'est uniquement technique. Donc, c'est ce que j'appelle aussi la tuyauterie du marché. Et c'est aussi cette capacité de comprendre comment le marché fonctionne pour comprendre qu'au-delà des fondas, au-delà de la macro et au-delà des fois même du graphique, tu peux avoir des mouvements qui sont uniquement liés à bah, il y a un mec qui doit sortir et ils s'en foutent de ton support que tu as tracé, ils s'en foutent que la valeur se paye pas cher, il doit sortir et il va sortir comme un gros bourrin. Et c'est comme ça. Et c'est ce que tu as eu avec H. Brenner. À un moment donné, il doit sortir. Il faut imaginer, tout le monde était content de jouer le dip. Hein. C'était il y a 2 semaines, jeudi dernier. On a eu des très gros rebonds. J'avais joué Nebius et tout ça. Mais ce qu'il faut se dire, quand on se tape dans les mains et qu'on se dit, tiens, j'ai fait 30% sur Nebius en 2 jours, très bien. Mais si H. Brenner n'avait pas eu Citadel qui lui rachète son portefeuille, il aurait dû sortir les positions comme un gros bourrin parce qu'il n'aurait pas eu le choix. Et donc, toi, ce que tu applaudis comme étant le bon moment parce que tu as joué le timing et tout, qu'il y avait le beau support sur le graphique et tout, tu te serais fait défoncer parce que le support, ça n'aurait pas été celui-là, ça aurait été celui bien en dessous. Et à un moment donné, voilà, il y a cet aspect technique du marché qui va aller bien au-delà de tout ce que tu peux voir sur tes graphiques, sur tes fondas et tout ça, et auquel tu dois être préparé parce que le jour où ça arrive, si tu es une main devant, une main derrière, et que tu connais pas cet aspect technique du marché, où des fois, bah, quand il y a des mecs qui doivent sortir, et ben, ça peut creuser très très profond, et ben, tu te retrouves à toi aussi, peut-être, potentiellement, devoir sortir ou devoir gérer une position derrière qui te casse la performance pendant des mois. Ouais, quand plus personne ne veut acheter, c'est là que ça commence Ouais. Ne pas ça commence à oublier s'émuler dans les que rues. Ouais, ne pas oublier que la plus belle des boîtes avec les meilleurs fondamentaux du monde, s'il y a personne qui a du pognon pour l'acheter, elle continuera de valoir pas cher. Donc, tu es dans une relation offre et demande. Tu réfléchis toujours le marché, c'est une relation offre et demande. De la même manière que quand il y a des trucs qui sont à des PER de 50 ou 60 et que tout le monde crie que c'est trop survalorisé, etc., qu'est-ce que tu joues en fait? Tu joues le fait qu'il y a pas, il y a une forte demande sur ce titre et il n'y a pas suffisamment d'offres de titres disponibles. Donc les gens acceptent de payer un premium parce qu'ils veulent tous être dans la même salle de concert. Toi, tout ce que tu dois savoir, c'est que à un moment donné, le jour où les gens voudront sortir, ça créera une grosse volatilité, mais absolument pas. Un, tu shortes pas ça, et deux, tu peux très bien participer à la fête. Le tout, c'est de savoir qu'à un moment donné, il faudra savoir sortir et donc tu tailles ta position en conséquence, etc. Mais c'est savoir où tu mets les pieds, au-delà des fondamentaux, au-delà du graphique, l'aspect technique du marché. Et pour moi, regarder le flottant des titres, c'est super important, surtout dans un monde où il y a les ETF, surtout dans un monde où il y a des gros investisseurs qui ont beaucoup de pognon et où tout le monde a plus ou moins acheté les mêmes titres ces 20 dernières années. Et tu te retrouves finalement à avoir des flottants réels de titres disponibles à l'achat-vente au jour le jour, qui est bien plus mince que ce que tu penses. Ouais, complètement. Il va falloir surveiller le château de cartes parce que tout est lié et c'est vrai que on n'a pas envie de se faire rincer par le futur crack. En revanche, je regardais le PER, par exemple, le PER forward de SKNX, il est à 3. Ouais, mais c'est une valeur cyclique. En fait, c'est important de reconnaître que tu ne peux pas considérer SKNX comme une valeur classique. En fait, tu payes 3 parce que tu pourrais payer 6. Hein, donc, ça veut dire que l'action pourrait doubler, que ça serait pareil, tout le monde te dirait que c'est pas cher. Mais en fait, ça reste des valeurs qui sont hyper cycliques dans un marché de la mémoire où, oui, tu vas avoir un boom encore pendant 1 an ou 2 ans, mais derrière, ça va être très cyclique, c'est-à-dire qu'il y aura des surcapacités, il y aura probablement des baisses de prix. Et donc, oui, c'est des sociétés qui vont emmagasiner énormément actuellement, mais peut-être que le marché est déjà en train de réfléchir que c'est cyclique, les prix ne pourront pas rester à ce niveau, la demande ne pourra pas rester à ce niveau, et donc c'est pour ça qu'éventuellement ton PER est à 3 ou à 5,
parce que le marché est peut-être, parce que beaucoup d'investisseurs sont peut-être en mode, bon, ça tiendra pas 1 an, 2 ans. Et Donc puis le PER, les earnings ont tellement explosé qu'au final, le ouais, PER veut donc s'en quasiment plus méfier. rien dire Ça aussi. ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Au contraire, je considère qu'il faut y aller et qu'il faut tenter de ça. C'est juste qu'il faut accepter que ça soit beaucoup plus volatile que ce qu'on croit, donc tailler la position en conséquence. Et après, il faut y aller en n'ayant aucune conviction que cette action-là vaut un PER de 15 ou de 20. Potentiellement, le chiffre d'affaires va continuer d'exploser et l'année prochaine, le titre aura peut-être gagné 30%, mais ton PER sera toujours à 3. Et alors tout le monde se dira, bah, c'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher. Et puis l'année d'après, le PER sera toujours à 3, mais ça y est, tu commenceras peut-être à avoir de la concurrence, à avoir une baisse de prix, à avoir une suroffre pour X raisons. Et en fait, ton PER sera resté à 3 tout le long, mais ton titre, lui, aura gagné peut-être 100%, puis il aura perdu 50%. Et donc le PER, vraiment, faire très attention au PER, s'en méfier énormément. Ce qui est important, c'est, je dirais, plus de comparer les PER entre valeurs du même secteur. Ça, tu peux le faire, mais prendre le PER de SK Hynix, te dire il est à 3, donc c'est pas cher parce qu'une valeur de croissance normalement se paye 30 fois, avec une telle visibilité, etc. Bah, c'est faire attention parce que bah, le marché ne voit pas le cycle de la même manière. Ouais, je suis De bien la même d'accord. manière que D'autant plus tes que valeurs logicielles étaient des valeurs momentum il y a 3-4 ans, et aujourd'hui sont devenues des valeurs qui elles se payaient quand elles étaient momentum, tout le monde les voulait, donc elles se payaient 40 ou 50 fois le PER. Aujourd'hui, plus personne en veut, enfin maintenant un petit peu plus, mais quand plus personne en voulait, en fait, elles étaient toujours à des PER de 20, ce que tu peux considérer comme finalement une valorisation. Donc tout le monde a parlé de disruption de logiciels par l'IA pour justifier que ces valeurs-là avaient baissé, mais en fait non. Ces valeurs-là, elles n'ont pas été disruptées par l'IA, elles ont juste vu la fuite des capitaux, de mecs qui veulent plus payer 40 ou 50 fois les profits et donc le momentum pour aller acheter des semi-conducteurs et des trucs qui sont le nouveau momentum. Et donc, elles ont perdu leur momentum. Elles sont restées des actions de qualité, mais elles ont perdu leur momentum et donc elles ont perdu leur capacité à se payer cher et à se payer un premium parce qu'il n'y a pas suffisamment de demande. C'est vrai qu'on a vraiment un côté narratif, un côté histoire. Le marché raconte des histoires et en ce moment, l'histoire qu'il raconte, c'est les softwares vont se faire disrupter, donc il va trier le bon grain de livret. Les fameuses pelles et les pioches, c'était les semi-conducteurs, maintenant on rajoute la RAM, la DRAM, etc. Euh, Là, il y a une IPO en Chine dernièrement sur une valeur de DRAM, elle a pris 4000% en un jour. Ouais. C'est hallucinant. Il y en a une autre Ouais, bientôt là, qui va avoir une IPO. ouais, mais les Asiatiques également sont très, très spéculatifs dans leur culture, hein. Ils font Donc, le levier de ouais, on l'a vu en Corée. Hein, donc le les levier, Chinois, les Chinois, c'est pareil. Les Chinois, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que, bah, enfin, tu regardes la crise immobilière en Chine, mais bon, là, c'est l'État aussi qui a laissé faire. Mais admettons que les Chinois, que le PCC essaye de pousser l'investissement en bourse, ça sera sympa aussi, les effets de ouais. levier là-bas. Ils ont sorti leur plan quinquennal là, sur les 5 prochaines années qui arrivent et ils ont vraiment mis le paquet sur tout ce qui est technologie. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient un besoin, qu'ils étaient vraiment trop dépendants des machines du SML, de toute Ouais. cette technologie-là. Et là, ils ont mis le paquet sur le développement et l'argent coule à flot dans ces boîtes. Hein, Ben, c'est là où on revient au stimulus étatique. Et donc, en gros, en fait, si tu veux, de la même manière que tes Microsoft, Amazon et compagnie se courent après, et que dès qu'il y en a un qui investit, ben, pour pas se faire larguer, ils sont obligés d'investir aussi. C'est un petit peu la théorie du prisonnier. Donc, en gros, tu es dans une espèce de fuite en avant. C'est pareil pour les États aujourd'hui. Si tu as la Chine qui investit, bah, les États-Unis doivent investir aussi pour pas se faire concurrencer. L'Europe au milieu se dit bon, bah, je ne veux pas me faire squeezer, donc il faut que je fasse quelque chose aussi, tant qu'ils peuvent. Donc en fait, tu es dans une spirale de mise, de fuite en avant, parce que bah, personne ne peut se permettre. En fait, c'est dangereux d'investir autant, d'avoir les taux, les niveaux de dette comme on les a, mais c'est encore plus dangereux que de ne pas investir parce que tu perds ta souveraineté. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs, on doit intégrer le fait que le stimulus est là, va continuer, et que si tu n'investis pas, bah, ça peut fonctionner que par de la dévaluation monétaire. Donc, si tu n'investis pas, ça, ils bah, vont tu imprimer comme des ton malades. pouvoir d'achat. Ils vont faire marcher la machine Ouais, à billets. bien sûr.
À partir du moment où ta dette est dans ta monnaie que tu peux imprimer, tu ne peux pas faire faillite. Donc tout ce que tu peux faire par contre, c'est d'évaluer, créer de l'inflation. Après, tu peux maquiller ça parce que tu vas changer la manière dont tu vas calculer ton CPI. Et donc c'est pour ça que je te disais de faire attention aux pondérations de tel ou tel truc. Mais ce qu'il faut, c'est creuser un petit peu et tu te rendras compte que l'inflation réelle sur les ressources, les matières premières, l'énergie, elle est là. Et elle va pas partir demain. Ouais, ben là, on a beau faire baisser le prix du baril, on voit le prix des raffinages, on voit le prix des engrais, de l'acide sulfurique, c'est un truc de fou. Le cours du kérosène, c'est un truc de malade. C'est vrai Ouais, en que. fait, si tu regardes le pétrole et que tu enlèves l'inflation sur les 50 dernières années, le prix du pétrole, en fait, n'a pas trop évolué. Ce qui a évolué, toi, à la pompe, c'est les taxes. Oui. Donc, toi, tu as l'impression de vraiment payer le pétrole vraiment beaucoup plus cher que ce que tu le payais il y a 10 ans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Mais en fait, si tu regardes le véritable prix, que tu enlèves l'inflation, on est au même niveau de prix que dans les années 70, où le pétrole était quand même beaucoup plus important aussi dans l'économie. C'est pour ça que les chocs, les chocs irakiens, iraniens à l'époque avaient beaucoup plus d'impact. Et que là, on se dit, tiens, le détroit d'Ormuz est toujours fermé. On est en train de vider toutes les réserves stratégiques et le marché s'en fout. Ben là où on est quand même ultra mal, c'est sur le raffinage, hein. Les Russes qui ont des raffineries qui se sont explosées, les Européens qui ont détruit je ne sais pas combien de centrales de raffinage pour faire du biocarburant. Ouais, ouais. On est en surcharge de partout. Le Moyen-Orient, bah, forcément, ils ont beaucoup moins de raffineries qui sont en état de fonctionner. Les outils qui mettent la pression sur l'Arabie Saoudite. Bah, aujourd'hui, c'est les Euh, Chinois qui nous sauvent. Si tu regardes ouais, le véritable sauveur de la crise, c'est essentiellement les Chinois. c'est parce qu'ils ont arrêté d'en acheter, mais à un moment donné, ils vont bien devoir Bah, remettre à la pompe. en fait, ils ont des réserves Ils doivent, stratégiques aussi où il est impossible de savoir combien ils en ont vraiment. Mais ils doivent en avoir bien plus que les États-Unis. Mais pareil, comme les États-Unis, au bout d'un moment, il y a un fond. Donc, il doit rester moins d'un mois. Et donc, à un moment donné, c'est là aussi où je dis que même si l'Iran arrive à une solution, tes prix du pétrole vont pas forcément baisser tant que ça parce qu'il faut les remplir, ces réserves. ouais, et puis, et là, on va être maintenant à 6 mois, 7 mois de lag. On va se prendre un lag dans les 6 mois qui arrivent, qui va être violent, hein, je pense. C'est le truc que je regarde un petit peu, tu vois, c'est pareil, tu vois, des fois, quand tu regardes le marché, tu as l'impression qu'il prend des mauvaises nouvelles et qu'il s'en fout complètement. Et puis 2, 3 mois après, la même mauvaise nouvelle commence réellement à impacter le marché et tu te dis, mais ça, on le savait déjà, pourquoi ça impacte autant? Et en fait, c'est une question de flux aussi. À un moment donné, tu n'as pas les contreparties, tu n'as pas les flux, tu as une problématique en fait qui en amène une autre. Et c'est pour ça que tu as l'impression des fois qu'il y a des mauvaises nouvelles qui ne sont pas nouvelles et qui impacte beaucoup plus le marché qu'à l'époque. Donc c'est pour ça que la guerre en Iran, aujourd'hui tout le monde se dit c'est bon, tranquille, on s'en fout. Mais voilà, faut être prudent. Dans 2 mois, dans 3 mois, c'est peut-être pas la même. On va avoir un effet papillon, enfin après c'est mon point de vue, qui va être très important là, Ouais, il faut faire, je serai assez prudent encore. et, on va arriver à la fin de cette vidéo. J'ai 3 petites questions à te poser. Merci déjà pour cette discussion. On a bien parlé de macro et de prospective, de ta méthode. C'était vraiment très enrichissant. Tu as vu passer beaucoup de cycles d'élèves. Et selon toi, quelles sont les qualités humaines qui font qu'un investisseur particulier réussit à traverser les années là où, effectivement, finalement, la majorité abandonne? Euh, Peut-être moins maintenant parce qu'il y a eu un shift, notamment en France, quand même, au niveau des mentalités. Mais ouais. Toi, selon toi, c'est quoi les qualités humaines qui font que qui va faire la différence? Euh, la capacité de savoir qu'on est en train de courir un marathon et pas un sprint. Je pense que la plupart des gens qui lâchent prématurément, c'est des gens qui attendent des résultats tout de suite. Ils attendent de trop gros résultats et tout de suite, et ils ne mesurent pas en fait les risques qu'ils prennent pour atteindre ce type de résultat-là. Et en règle générale, voilà, ils se font rincer ou alors ils sont frustrés parce qu'ils n'atteignent pas les résultats et qu'un ETF arrive à les battre. Et au bout d'une année, les mecs ils disent bah voilà, c'est mieux l'ETF et tout. Évidemment, quand je regarde un petit peu ce que je fais actuellement,
on oublie très facilement que pendant 5 ans, 6 ans, en fait, j'ai galéré. Je me suis cherché, c'est de la persévérance, c'est de la patience, c'est essayer de se comprendre soi. C'est véritablement, en fait, se lancer un petit peu dans la bourse aussi, c'est une incroyable aventure parce que, d'une part, tu apprends à comprendre le monde tel qu'il est autour de toi, tu apprends à nuancer ce que les médias peuvent te donner aussi, tu apprends à investir, tu apprends à connaître les entreprises, donc ça, rien que pour ça, c'est un défi intellectuel, énorme et puis surtout, tu apprends qui tu es. Tu en apprends plus sur toi que n'importe quoi. Je veux dire quand tu as des positions, que tu gères ton émotionnel et c'est ça qui, in fine, en fait, doit te permettre de dire: «Voilà, je suis en fait dans une aventure qui peut durer, selon mon âge, 30, 40 ans et en fait, ce qu'il faut que je pense, c'est que c'est pas l'objectif que je veux atteindre dans 30 ou 40 ans, c'est d'apprécier le chemin pour arriver là. Et donc, qu'est-ce que je fais au jour le jour pour prendre plaisir dans mes investissements et me déconcentrer de combien je gagne en euros? Et évidemment, in fine, c'est ce qu'on veut tous. On veut gagner beaucoup d'argent, et cetera. Mais en fait, ça va être contre-productif. Et ce que je peux conseiller également, c'est sur votre courtier, s'il vous le permet, vous virez la colonne en valorisation en euros. Vous gardez que les pourcentages. C'est-à-dire, il faut que l'argent qui soit sur votre compte soit de l'argent dont vous n'avez pas besoin et soit, en fait, de l'argent qui soit complètement transparent. C'est-à-dire que quand j'achète et je vends des actions, je évidemment, je sais compter, mais ça ne doit pas être écrit combien, la position est valorisée. Que du pourcentage. Je fonctionne en pourcentage de mes tailles de position, en pourcentage de mon risque par rapport à mon capital, en pourcentage de gains, en pourcentage de pertes. Que des valorisations. Les valorisations en euros, on essaye de les sortir. Ok. Si tu devais recommencer, toi, de zéro aujourd'hui, dans le contexte qu'on a décrit aujourd'hui, avec un capital modeste, quelle serait ta première action? C'est impossible de répondre à cette question parce que recommencer aujourd'hui avec tout ce que je sais, parce que ça a été un périple, ça a été un chemin finalement, en fait, ça serait hyper compliqué, hyper dur parce qu'aujourd'hui, la manière dont je gère mon portefeuille, c'est aussi parce que j'ai une profondeur de portefeuille qui me permet de le faire et si tu me dis demain de recommencer avec 20 000 €, même avec toutes mes connaissances et en gardant tout ce que je sais faire, ça serait pas si facile que ça pour moi parce que j'aurais plus cette profondeur de portefeuille. Donc j'ai plus le droit à l'erreur, j'ai plus la capacité de réellement accumuler en plusieurs fois, et j'ai plus la capacité d'étendre et diversifier mon portefeuille, sur plusieurs paris et d'ajuster au fur et à mesure. Donc c'est plus du tout la même façon d'investir. Tu vois? Ça devient super compliqué et puis, recommander une action, en fait, c'est simple. À chaque fois que je vais en recommander une, tu peux être sûr que c'est celle qui va pas marcher dans les 10 que j'ai en tête, ça va être celle qui va pas marcher. Parce qu'en fait, c'est bien comprendre qu'en bourse, moi, je me trompe une fois sur 2 et ça va pas changer. Alors, je vais un petit peu améliorer les choses évidemment, avec la discipline, mais ça a pas trop changé. Ce qui a vraiment changé, c'est ma capacité à gagner gros quand j'ai raison et perdre peu quand j'ai tort. C'est que vers ça, ce vers quoi il faut vraiment travailler. Et surtout, la plupart des gens vont toujours expliquer qu'il faut travailler un petit peu sur ses faiblesses. Moi, je pars du principe, en fait, qu'il faut travailler sur ce qui fonctionne pour nous. C'est-à-dire qu'il y a une configuration qui fonctionne très bien pour toi, tu arrives à bien la gérer, tu as des tailles de position qui fonctionnent très bien pour toi, tu as des valeurs ou un secteur d'activité qui fonctionne très bien pour toi, bah, fais ça. Fais plus de ça, plus de ce qui fonctionne pour toi et c'est comme ça que tu vas pouvoir ensuite avoir des plus grosses convictions, tailler les positions plus grosses et essayer, voilà, de pousser le portefeuille plus gros. Mais après, voilà, c'est toujours bien comprendre de qu'est-ce que tu essayes de faire? Est-ce que le capital que tu as, tu essayes en prenant des risques, importants parce que tu peux perdre ce capital, mais tu veux en fait le démultiplier très rapidement et donc tu vas pas jouer et tu vas pas investir de la même manière et tu vas pas être sur les mêmes valeurs que si tu as un certain capital que tu veux pas perdre, qui est quand même un capital que tu veux faire fructifier, bah, tu vas pas aller chercher les mêmes objectifs de perf, donc tu vas pas aller chercher les mêmes valeurs, tu vas pas aller chercher les mêmes tailles de position et la même concentration dans le portefeuille. Donc c'est très différent entre je veux aller chercher de la performance ou je veux sécuriser ma performance et en fonction de ça, tu vas pas du tout faire la même chose et donc aujourd'hui, moi, j'ai un portefeuille où je vais chercher de la performance mais parce que je suis sur des gains
Mais en gros, au moment où je vais commencer à prendre des baffes, si ma performance commence à baisser, ben, je vais passer en sécurisation. Parce qu'aujourd'hui, l'avantage que j'ai, c'est que dès que tu es dans des gros gains, tu peux te permettre d'être très agressif et d'avoir des tailles de position plus importantes et d'essayer d'aller chercher justement la surperformance. Donc moi, mon objectif chaque année, c'est de faire 15-20%. Dès que j'ai atteint ces 15-20%, je me lâche et je vais chercher à être plus agressif pour essayer d'aller chercher la surperformance. Et dès que je redescends en dessous de ces 15-20%, je reprends mon aspect défensif, mon aspect sécurisation, liquidité, et j'essaye d'attendre que le marché me donne des meilleures dispositions. Et ça, voilà, c'est en gros savoir quand est-ce qu'il est temps d'être agressif, quand est-ce qu'il est temps d'être défensif, quand est-ce qu'il est temps de rien faire. C'est aussi ça qui est important. Et ça, c'est dans ton cheminement, c'est en fonction d'où tu en es dans ta vie, d'où tu en es sur ton portefeuille, d'où en sont la tendance du marché. On est tributaire de la tendance du marché. Alors on l'oublie en ce moment parce que ça fait des années qu'on est dans des tendances complètement folles. Mais le jour où on reprend des tendances baissières qui durent plus de 2 mois, comme moi j'ai connu, où tu as 2-3 ans de tendance baissière, ça ne veut pas dire que c'est inintéressant. Tout à l'heure, on parlait de crack. Quand il y aura un crack éventuellement, en fait, je dirais que ce qui fait le plus mal, c'est pas le crack subit qui se met en place subitement, c'est la tendance baissière lourde qui dure des années. Ça fait beaucoup plus mal. Et c'est ça que tu dois être prêt à jouer. Et dans ces tendances-là, c'est là où moi j'ai réellement débuté. J'ai débuté avant, mais j'ai débuté en 2008-2009. C'est là en fait où j'ai vraiment démultiplié mon capital parce que c'était le bon moment pour le faire. Et c'était le moment où tu avais beau être en crise, comme en 2011 et 2012 aussi, tu avais énormément de volatilité et tu avais cette capacité de jouer les revalorisations en très peu de temps. Et ça, c'est ça qui m'a mis véritablement le pied à l'étrier et qui m'a permis d'avoir le capital qui ensuite m'a permis petit à petit en fait, de forger ce que j'appelle la stratégie du moindre risque et de forger cette capacité de pouvoir jouer le marathon, essayer de diversifier le portefeuille et puis de temps en temps d'aller chercher des gros paris. Et c'est que comme ça que ça marche. Cette année, c'est pareil, hein, je fais encore une performance. Il ne faut pas que j'y réfléchisse parce que ça va me monter au cerveau et après, ça devient compliqué de gérer. Mais l'an dernier aussi, c'est des performances exceptionnelles. Et Il y a de belles années là. Ouais, C'est vrai que c'est à un moment donné, voilà, je pensais ça en 2021 aussi et j'ai réussi à faire encore mieux. Mais c'est surtout, tu le fais avec un capital qui est bien plus important. Et là, dès que tu commences à raisonner en chiffres, tu vois, ne serait-ce que maintenant de réfléchir à ça, tu te dis, c'est énorme. Mais après, il faut être passionné parce que tu vois, il y a certaines personnes, quand ils vont arriver à partir d'un certain montant, ils peuvent te dire, bah, j'arrête tout et ciao, ciao les gars. C'est souvent des gens me posent la question, ils me disent, ouais, tu gagnes autant, pourquoi tu continues à faire l'académie, les trucs, les machins. C'est à un moment donné, tu es passionné, tu as l'accomplissement de soi dans la pyramide de Maslow qui prend le dessus, tu aimes écrire, tu aimes d'autres choses, tu aimes essayer de faire gagner les gens, essayer qu'eux aussi, bah, ils puissent en, en vivre et puis éventuellement voilà, arrondir leur fin de mois, voire plus. Ouais, c'est ça que tu essayes de pousser. Et c'est ça qui commence à être la passion par-dessus. Mais ouais, moi, les marchés font partie intégrante de moi parce que en dehors de ça, je ne sais rien faire. Donc si j'arrête demain, je pense que je deviens fou. Donc c'est comme un entrepreneur, je pense, s'il arrête d'entreprendre, il se dit: «Ouais, je peux arrêter demain parce que j'ai vendu ma boîte», mais peut-être dans 2 ou 3 ans, il en remonte une parce que voilà, il est ça va obligé trop de lui faire manquer. quelque chose, quoi. Ouais, quand on est C'est piqué. donc je pense, voilà, tu parles d'une qualité aussi, je pense qu'il faut être curieux et qu'il faut être passionné. Parce que pour pouvoir, avoir cette capacité de penser que c'est un marathon, il faut être passionné quand même. Il faut avoir la capacité de savoir qu'une année sur 3, tu vas galérer et tu vas sous-performer un ETF. Et donc il faut l'accepter dès le départ. Pour éviter de lâcher l'affaire et te dire: «Voilà, c'est nul, autant faire de l'ETF, j'y arrive pas» et cetera. Il faut que dès le départ, tu te dises: «Je vais galérer». Ça va être difficile, même dans un marché haussier, ça peut être difficile. Et il ne faut pas que tu aies peur du crack, il ne faut pas que tu aies peur du marché baissier. Parce que le marché baissier et les cracks, c'est là où moi, en fait, j'ai vraiment démultiplié mon capital. Donc, il ne faut pas en avoir peur, parce que dans les marchés baissiers, tu as des bonnes configurations, tu as des retournements, tu as des rotations, tu as des effets techniques aussi du marché, parce que tu as des rachats de vente à découvert. Donc, de la même manière que tu as les appels de marge pour les acheteurs quand tu as du SKNX,
Tu as des appels de marge quand les mecs, ça fait 2 ans qu'ils vendent à découvert et puis qu'à un moment donné, paf, il y a une nouvelle et tu chopes 20-30% en 2 ou 3 jours. Donc, jouer les aspects techniques du marché et donc ne pas avoir peur en fait de peu importe où la tendance est dans le marché, tu as la capacité d'avoir des opportunités. Donc pareil, pas de frustration quand tu loupes des opportunités. J'ai loupé des trucs énormes, j'ai vendu des trucs trop tôt. Il y aura toujours des nouvelles opportunités, il y aura toujours quelque chose. Et donc, tu dois penser le prochain trade, tu dois penser le marathon. Ok. Ne pas se laisser enfermer dans des regrets et vivre le Ça sert moment à rien. tel qu'il est. Ça sert à rien, ce qui est fait est fait. Si je devais regretter, tu vois, je te parlerais de tous mes trades et on parlerait pendant 2 heures de tous les trades que je regrette. Et pourtant, je suis aujourd'hui à un capital que j'aurais jamais rêvé d'avoir. Donc c'est pas ça, hein. C'est pas ta capacité à acheter les plus bas ou à vendre les plus hauts qui fait la différence. Ta capacité à jouer entre les 2. C'est ça qui est super important. Deviner les plus bas ou deviner le plus haut, deviner le crack, deviner les retournements, tout ça, c'est chaotique et c'est l'assurance d'être très frustré parce que tu auras beaucoup de déchets. Ce qu'on essaye de jouer, en fait, on essaye de pas jouer au héros. Là où tu fais les vrais gains, c'est quand tu joues pas au héros, c'est quand tu suis. Tu suis ce que le marché et tu as besoin. Et en fait, à partir du moment où tu comprends que pour gagner véritablement en bourse, c'est pas toi contre la bourse ou contre les autres investisseurs. C'est toi ensemble. Tu as besoin des autres. Quand tu fais x5 ou x6 sur SKNX, c'est parce que tout le monde veut acheter du SKNX. C'est parce que tout le monde est convaincu, comme toi, que le PER est à 3, que le truc c'est pas cher et que l'IA c'est pas terminé et que si et que mi. Donc tu as besoin des autres. Je Mais suis le tout à tout fait après, d'accord parce que c'est vrai que quand on a une bonne idée d'investissement, on se dit ah, je vais me la garder pour moi, mais non, il faut la diffuser pour qu'il y ait le plus de gens qui soient convaincus aussi que c'est une bonne idée. Et ouais, donc, tu as du coup, besoin des flux. ça fait boule de neige. Tu as, besoin des Je flux. sais plus quand tu disais ça, ça sert à rien d'avoir raison tout seul. C'est exactement. Enfin, il y a plein de, de moments de vérité où, notamment sur la bourse, c'est vraiment Ouais. ultra pertinent. Ouais, et puis tu te bloques le capital aussi. Et la problématique, pendant que tu te bloques le capital, ton action, elle fait rien parce que tu as peut-être raison, mais il y a personne qui y pense, tu es trop tôt. Ton action fait rien et pendant ce temps, tu as d'autres trucs qui explosent. Et donc, c'est de la perte d'opportunité parce que ça, la plupart des gens n'y pensent pas. Ils pensent que justement, la bourse, c'est que combien tu as gagné et combien tu as perdu. Non, c'est combien tu as laissé sur la table. Et ça, c'est bien plus important. Personne ne mesure ça, donc personne n'y pense, mais c'est le plus important. C'est la perte d'opportunité. Donc, quand tu as un petit portefeuille, pour revenir à ta question, ben, c'est très compliqué. C'est plus difficile en fait d'avoir un petit portefeuille qu'un gros, parce que tu peux faire beaucoup de choses avec un gros portefeuille qu'avec un petit, tu peux pas faire. Et notamment la frustration de la perte d'opportunité sur un petit, parce que tu es obligé de faire des choix. Et donc, comme tu es obligé de faire des choix, eh ben, tu as aussi la probabilité que tu fais pas le bon choix et que le truc, tu avais vu 3 actions, tu en choisis une et les 2 autres partent bien et celle que tu as choisie ne fait rien. Donc, il y a aussi ce qui est, je pense, qui est important, c'est cette capacité des investisseurs. Moi, j'ai bouffé des pâtes, j'ai fait en sorte d'épargner énormément de mon argent pour aussi dimensionner mon capital de départ à un niveau qui permettait de mettre en place un début de diversification, un début d'achat et de vente en plusieurs fois, un début voilà, de mettre en place réellement ce qui était ma conviction de comment le portefeuille devait être géré. Et voilà. Et c'est important de se dire, voilà, je sais pas, je commence avec 5 000 € et puis je vais atteindre 100 000 euros. Ah, ça va être très compliqué. Il y a peu d'élus. Mais c'est de dire, ouais, je commence avec 5 000 euros, mais tous les mois, je vais rajouter. Et pour essayer, mon but, c'est d'essayer d'arriver à 40 000 ou 50 000 euros. Et ça va être un capital qui va commencer à me permettre de faire autre chose. Et puis, je peux continuer d'accumuler, hein. Ça dépend. Et beaucoup de personnes parlent du DCA. Et donc, quand tu dis le DCA, c'est en gros, bah, tous les mois, tu vas investir dans tel ETF. En fait, ce qu'il faut faire réellement, c'est faire un DCA sur ton compte en euros. C'est-à-dire, tous les mois, tu rajoutes 100 euros, non pas en achetant une action ou un ETF, mais en le mettant en liquidité. Et ça, c'est ce qui va faire grossir petit à petit ta poche, ton capital et tes liquidités. Et c'est ce qui va te permettre plus de latitude à pouvoir gérer ton portefeuille un petit peu plus de manière diversifiée et un petit peu plus en lien avec ton profil, etc. Parce que sinon, petit portefeuille, tu es obligé de prendre des paris et forcément,
il y a du déchet et tu peux mal tomber. Il y a beaucoup de mecs, je pense, qui auraient été très bons, mais ils ont mal débuté, ils ont fait des premiers mauvais choix, ils se sont plantés et ils ont grillé leur portefeuille, ce qui derrière, en fait, les a grillés pour des années ou pour toujours parce qu'ils ont arrêté, alors que ils le sauront jamais. Mais 4, 5 ans après, en ayant peut-être accumulé des salaires, en ayant un capital plus gros, leur stratégie était bonne. C'est une question d'avoir les outils, les bons outils, les bonnes marges de manœuvre pour pouvoir Ouais. justement Le manœuvrer. capital, ton capital, c'est ton sang. Donc, c'est important de protéger le plus possible, surtout quand tu as un petit capital. Tu dois avant tout penser gestion du risque, protection du capital avant de penser gain. Une fois que tu as fait tes 15 ou 20% par an, comme moi, et que tu veux être agressif, là, tu peux penser gain, tu peux essayer d'être plus agressif, tailler les positions plus grosses parce que la tendance du marché est bonne, etc. Et puis, quand le marché n'est plus bon ou que tu n'y arrives pas, tu as des passages à vide, tu dois réduire les tailles de position, réduire ton agressivité et donc prendre des positions qui sont vraiment beaucoup plus petites. Toujours prendre les positions, suivre les signaux, parce que c'est ça qui crée les automatismes, c'est ça qui te donne confiance en ta stratégie, mais réduire en fait la taille des paris parce que le marché est pas bien ou toi t'es pas bien. Donc voilà. Ok, super. Ça sera le mot de la fin. Je te remercie vraiment grandement, mais vraiment, d'être venu sur Go to the Moon. Ça m'a fait énormément plaisir de discuter avec toi parce que bah, forcément, je suis ton contenu depuis pas mal de temps maintenant et ben, forcément, j'avais plein de questions à poser. J'en avais plein d'autres que je n'ai pas posées. Ce sera peut-être une prochaine fois. En Une tout cas, prochaine fois, ouais. ça m'a fait énormément plaisir. Et est-ce que tu as un mot à dire aux personnes qui nous ont regardés jusqu'à la fin? Bravo, parce que je suis bavard. Bravo d'avoir tenu. Mais en règle générale, il faut parce que je me chauffe un peu et sur la fin, c'est là où je dis les choses qui sont vraiment importantes. Parce que finalement, tu vois, on a parlé de toute la technique, c'est important, mais le mental, la psychologie, ton mental à toi, c'est ce qui fait vraiment, vraiment la différence, hein. Yes. En tout cas, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de l'invitation. Salut. Yo, Chinese people love money so much. We have a god of money. Of all the gods in Chinese Taoism, there's one god. He's the god of money. Tyson, yeah? We pray to him for more money. Every day we go, hey, god of money, give us more money.